Bonjour, je suis Elisabeth Sauvager, je suis chef de service d'ORL à l'hôpital Saint-Joseph et donc je vais vous présenter les troubles de l'audition en débutant par l'anatomie et la physiologie, ce qui nous permettra de mieux comprendre les différentes pathologies de l'audition. Les troubles de l'audition sont une pathologie relativement fréquente, mais elles atteignent surtout les personnes âgées. On voit que 5% des moins de 20 ans ont des troubles auditifs, alors que 35% des plus de 65 ans se plaignent de surdité. Et l'épidémiologie en France correspond à environ 10 millions de patients malentendants, ce qui représente environ 2 millions de surdités sévères à graves. Alors tout d'abord un premier mot concernant l'anatomie et la physiologie de l'oreille. Donc comme vous le voyez sur ce schéma, l'oreille est composée de 3 parties. La première partie correspond à l'oreille externe, c'est-à-dire le pavillon et le conduit auditif externe. Puis on a l'oreille moyenne qui se situe entre le tympan et l'oreille interne et qui comprend, c'est une cavité aérique qui comprend la chaîne ossiculaire avec 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ensuite l'oreille interne qui est l'organe neurosensoriel par excellence, lequel est relié au nerf cochléaire qui va renseigner donc le cerveau de l'audition. On peut dire que toutes les pathologies qui concernent l'oreille externe ou l'oreille moyenne donnent une surdité de transmission, c'est-à-dire qu'elles vont mal transmettre le signal sonore, alors que les atteintes de l'oreille interne ou du nerf auditif correspondent à des surdités de perception parce que le signal sonore n'est pas transmis ou n'est pas perçu, n'est pas transmis au cerveau. Comme vous le voyez sur cette photo de gauche, on voit une photo de tympan avec en relief le manche du marteau. Lorsque l'onde sonore qui correspond à des variations de pression atteint le tympan, elle va donc entraîner une vibration de la membrane tympanique, laquelle va être transmise à la chaîne ossiculaire. Le rôle de la chaîne ossiculaire, c'est de transmettre et d'amplifier cette vibration à l'oreille interne. Donc elle transmet la pression sonore à l'oreille interne. L'oreille interne. Dans l'oreille interne, on a 2 parties. Une partie qui correspond à l'organe de l'équilibre et la deuxième partie qui correspond à l'organe de l'audition, autrement appelée la cochlée. Cette cochlée, en fait, dans cette cochlée, on a 3 rampes remplies de liquide. Et la vibration transmise par la chaîne ossiculaire va entraîner une mobilisation des liquides de l'oreille interne, qui vont alors entraîner une mobilisation, comme vous le voyez sur le schéma en bas à droite, de la membrane qui soutient l'organe de Corti, qui est l'organe neurosensoriel par excellence, dans lequel on trouve les petites cellules ciliées, les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes. Et cette excitation des cellules ciliées par l'onde sonore se transmet directement au nerf cochléaire. En fait, il faut savoir que chaque fréquence de l'onde sonore va être codée à un certain niveau des 2 tours et demi de la cochlée. C'est comme un piano. En fait, on a à l'apex de la cochlée les fréquences graves et à la base de la cochlée sont codées les fréquences aiguës. Donc, selon le type de son, les vibrations des cellules ciliées externes se font soit à la base, soit à la partie moyenne, soit à la partie aiguë. Pourquoi 2 oreilles? Bon, d'une part parce que quand on a 2 oreilles et qu'il y a un accident sur une oreille, en moins il nous reste une oreille, mais c'est surtout pour avoir 2 choses importantes. D'une part, pouvoir localiser le son. En fait, c'est la comparaison entre les 2 oreilles de la différence de signal en termes de pression
et de phase qui va nous permettre de savoir d'où vient le son. Comme vous voyez sur le schéma, en haut à droite, si le son vient de l'oreille gauche, la phase du son ne sera pas la même au niveau de l'oreille gauche par rapport à la droite. Donc on pourra établir que le signal vient du côté gauche. Et d'autre part, ça nous permet d'avoir donc une stéréophonie et d'améliorer la compréhension de la parole, surtout quand il y a un bruit de fond. Donc les patients qui n'ont qu'une oreille ou qui n'écoutent qu'avec une oreille sont surtout gênés quand il y a un bruit de fond pour la compréhension de la parole. L'audition chez l'homme a un spectre de 20 Hz à 20 kHz. Mais la zone conversationnelle se situe entre 200 et 8000 Hz et en deçà de 80 décibels. C'est la zone de confort de l'audition humaine pour la compréhension, entre autres, de la parole. Alors, comment faire un test d'une perte auditive? Tout d'abord, chez l'enfant et les nouveau-nés, on peut dépister une perte auditive par les auto-émissions acoustiques, les PEA, les potentiels évoqués auditifs automatisés. Ce test se fait de façon désormais quasi systématique à chaque naissance, ce qui nous permet de détecter précocement les surdités sévères à profondes qui auraient un retentissement en fait sur l'acquisition du langage. On se doit de dépister très rapidement si l'enfant a une surdité parce que ensuite on peut mettre en place des moyens dont l'implant cochléaire, ce qui permettra à l'enfant d'acquérir un langage quasiment normal si on peut effectuer cette implantation autour de 1 an. Les moyens classiques, donc sinon après de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte, les moyens classiques pour évaluer la perte auditive, sont l'audiométrie tonale et vocale. Donc en fait, c'est un test subjectif qui va permettre de détecter le seuil de l'audition des sujets. On va tester en conduction aérienne et en conduction osseuse. En conduction aérienne, donc c'est l'écoute normale, on va mettre un casque sur l'oreille et le son va donc être transmis via l'oreille externe à l'oreille moyenne et à l'oreille interne. Donc on teste toutes les 3 parties de l'oreille avec cette conduction aérienne. En conduction osseuse, le son est transmis directement de l'os à l'oreille interne. Donc on court-circuite l'oreille externe et l'oreille moyenne et on teste essentiellement donc l'oreille interne et le nerf cochléaire. Et la comparaison des deux types de seuils permet de déterminer s'il y a un trouble auditif, où se situe ce trouble. Voici les résultats des différentes courbes que l'on peut obtenir avec une audiométrie vocale et tonale. Dans le schéma en haut à gauche, on a une audition qui est normale avec des seuils qui sont situés entre 0 et 20 décibels. C'est ce qu'on appelle une audition normale. Et les deux courbes sont similaires, ça veut dire que l'oreille fonctionne très bien en conduction aérienne, en conduction osseuse. Sur le diagramme de droite, les deux courbes sont abaissées avec des seuils qui sont ici autour de 50 décibels. Ça veut dire que la perte auditive est de 50 décibels. Et vous voyez que les deux courbes sont rapprochées, ce qui signifie que c'est l'oreille interne qui est atteinte. Et donc, on dira que c'est une surdité de perception et que le problème se situe donc au niveau de l'oreille interne ou du nerf de l'audition. Dans la courbe en bas à gauche, la courbe rouge correspond à la courbe osseuse, donc à l'atteinte, à la composante de l'oreille interne, et la courbe bleue correspond à la conduction aérienne. Et la différence, on voit que la conduction aérienne est moins bonne que la conduction osseuse,
qui nous fait dire qu'il s'agit d'une surdité de transmission, c'est-à-dire que le problème se situe soit au niveau de l'oreille externe, soit au niveau de l'oreille moyenne. Et enfin, en bas à droite, on a une surdité mixte parce que les deux courbes sont abaissées. Donc il y a à la fois une atteinte au niveau de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne et une atteinte au niveau de l'oreille interne. En fonction de l'importance de la perte auditive, donc du seuil d'audition, on détermine s'il s'agit d'une surdité légère, moyenne, sévère ou profonde. Quand la perte se situe entre 20 et 40 décibels, c'est-à-dire qu'il faut un son entre 20 et 40 décibels pour être entendu, on parle de surdité légère, moyenne c'est entre 40 et 70, sévère c'est entre 70 et 90, et entre 90 et 120 c'est une surdité profonde. À savoir que les patients qui auront une surdité de plus de 70 décibels, donc sévère à profonde, des deux côtés, des deux oreilles, ne peuvent pas avoir une communication ou développer un langage normal et avoir une communication orale normale. En effet, le retentissement de la surdité va dépendre également donc de l'importance de la sévérité, mais aussi s'il s'agit d'une atteinte d'un côté ou des deux côtés. Donc on va à présent parler des différentes causes qui peuvent expliquer des troubles de l'audition, des surdités. Donc tout d'abord, les pathologies de l'oreille externe, alors elles sont assez variées. Ça peut aller du bouchon de cérumen, que tout le monde connaît, qui va entraîner une surdité d'environ 20 à 30 décibels, donc légère à moyenne, mais pas plus. C'est comme si vous aviez un bouchon dans l'oreille, ça correspond à une perte d'environ 30 décibels. Ce qui peut avoir un retentissement chez l'enfant, par exemple, sur l'acquisition d'un langage ou sur la prononciation de certaines consonnes, mais pas au-delà. Le langage doit pouvoir se développer et être possible. On peut avoir des petites excroissances osseuses, des otites externes, enfin différentes pathologies qui se traitent relativement bien. Voici désormais les troubles auditifs liés à des pathologies de l'oreille moyenne. Alors le champ est assez vaste. Grosso modo, on peut diviser ces troubles de l'audition entre des pathologies inflammatoires chroniques de l'oreille moyenne et des pathologies non inflammatoires. Donc il y a toutes les otites allant de l'otite séromuqueuse, comme on voit en haut à droite, que l'on retrouve souvent chez l'enfant, qui va entraîner une surdité d'environ 30 décibels, 30 à 40 décibels, et qui va avoir un retentissement sur l'acquisition du langage, c'est pour ça qu'on les traite. Et puis toutes les séquelles de ces otites séromuqueuses qui peuvent aller d'une perforation de tympan, comme on le voit en bas à gauche, une vaste perforation inférieure qui va entraîner une perte d'environ 20 à 30 décibels, et d'autres pathologies plus embêtantes comme celle qu'on voit en bas à droite, où on note une poche avec des croûtes de cérumen qui correspondent en fait à une poche de rétraction du tympan avec accumulation de peau dans l'oreille qui va détruire petit à petit les osselets, que l'on appelle le cholestéatome. Et donc ce cholestéatome peut détruire donc la membrane tympanique, mais aussi la chaîne ossiculaire, et va donc être responsable d'une surdité de transmission. Le traitement sera bien entendu chirurgical, visant à éradiquer la poche de peau, le cholestéatome, et à réparer et le tympan et les osselets pour essayer de restaurer une audition normale. Et puis on a d'autres surdités liées par exemple à des traumatismes, comme on voit sur ce scanner au milieu, dans la photo du milieu, où on voit en fait un trait de fracture qui passe par l'oreille moyenne et qui peut entraîner une dislocation des osselets, et ce qui pourrait être responsable d'une surdité. Et enfin, une maladie qui est relativement connue, qui est l'autospongiose, qui correspond en fait à un trouble de la minéralisation de la capsule labyrinthique qui va entraîner un blocage de l'étrier, qui est le troisième osselet de la chaîne ossiculaire. Cet étrier va donc ne plus pouvoir
se mobiliser normalement et va entraîner donc une diminution de la transmission de l'onde sonore et donc une surdité de transmission. Pour toutes ces pathologies de l'oreille moyenne, on peut, à l'exception de l'otite moyenne qui est un traitement médical, mais généralement on peut également proposer un traitement chirurgical qui va consister à soit libérer un osselet qui est trop rigide, soit à le changer parce qu'il a été détruit et à lui mettre une petite prothèse ossiculaire, comme vous le voyez sur cette photo en haut à droite, avec des petites prothèses en titane qui vont soit remplacer marteau, enclume, étrier, soit remplacer simplement l'enclume et se mettre entre le tympan et l'étrier. Vous voyez sur les images en bas à gauche différents types de prothèses qui vont restaurer en fait la transmission entre le tympan et l'oreille interne. Et ces prothèses peuvent être laissées à vie dans l'oreille moyenne sans problème, elles sont bien supportées, c'est du titane. Donc, par contre, elles sont juste posées et elles peuvent se déplacer s'il y a un problème d'aération dans l'oreille moyenne. Vidéo de chirurgie de l'autospongiose, qui est donc une chirurgie qui va viser à remplacer l'étrier qui n'est plus mobile. Donc ici, le tympan a été soulevé et refoulé, et on arrive au niveau de l'oreille moyenne, donc la cavité où se situent les osselets. On voit ici, donc on refoule la corde du tympan, et on trouve juste en arrière le marteau, l'enclume et l'étrier. Vous voyez, on teste la mobilité de la chaîne ossiculaire et on s'aperçoit que l'étrier est rigide. Donc on va l'enlever et le remplacer par un petit piston. C'est une chirurgie qui est assez délicate, qui se fait sous microscope. Avec le laser, on va sectionner le tendon de l'étrier et une partie de la superstructure de l'étrier. Voilà. L'étrier est enlevé. On arrive au niveau de la platine, donc c'est la fenêtre qui ouvre vers l'oreille interne. On fait une petite platinotomie, un petit trou dans la platine, dans lequel on va insérer le piston qui va être ensuite clippé sur la branche descendante de l'enclume. Voilà. C'est une chirurgie donc délicate, qui est quand même un risque, mais en revanche, quand elle marche, donne de très bons résultats et peut permettre de ramener l'audition à une audition complètement normale. De façon immédiate, après les patients, ils ont des pansements dans l'oreille, donc ils ne sont pas améliorés immédiatement, jusqu'à ce qu'on enlève les pansements quand c'est cicatrisé. Donc généralement, au bout d'un mois, ils ont une audition qui peut être normale. Enfin, voici tous les troubles de l'audition qui sont liés à des pathologies de l'oreille interne. Ces pathologies sont très variées. Elles ne sont pas toujours facilement identifiables, ce d'autant que l'on ne peut pas avoir une exploration précise de l'oreille interne parce que l'IRM n'est pas assez précise, on ne peut pas aller ponctionner l'oreille interne, on ne peut pas faire de biopsie d'oreille interne. Donc, l'identification de la pathologie de l'oreille interne n'est pas toujours évidente. On a des pathologies qui touchent soit une seule oreille interne, ce sont les surdités brusques, la maladie de Ménière. La surdité brusque, c'est une pathologie qui peut arriver chez n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est une surdité qui apparaît dans un ciel bleu serein, qui serait d'origine virale, et elle peut entraîner une surdité légère, moyenne ou une surdité totale qui va plus ou moins récupérer selon la sévérité de l'atteinte et selon les patients. Ensuite, il y a de nombreuses pathologies qui vont atteindre les deux oreilles, telles que les plus connues, c'est la presbyacousie, donc c'est le vieillissement de l'oreille interne, et toutes les surdités liées à une exposition sonore prolongée. Je vais vous parler plus précisément de la presbyacousie, qui est donc une pathologie très fréquente, c'est d'autant que la population vieillit
que l'espérance de vie augmente. Donc elle consiste en une détérioration lente de la fonction auditive qui résulte d'un processus de vieillissement. Et pourquoi est-ce que cette audition s'altère avec l'âge? Surtout parce que l'organe neurosensoriel, avec les cellules ciliées, sont des cellules qui sont comme les neurones, sont incapables de se régénérer, de se renouveler. Donc on va avoir une dégénérescence de ces cellules avec le vieillissement liée au fait simplement parce que les cellules vieillissent, et puis à tous les traumatismes qu'on a eu pendant la vie qui nous a petit à petit détérioré les cellules ciliées qui ne sont pas remplacées. L'évolution naturelle de l'âge, de l'audition, vous voyez, elle baisse avec l'âge progressivement. On dit 1 décibel par an, soit 10 décibels par 10 ans, et elle atteint surtout les fréquences aiguës, donc le 4000, 6000, 8000 Hz, puis progressivement elles vont atteindre les fréquences un peu plus graves, donc le 2000, le 1000 Hz, etc. Le problème est que les fréquences qui sont atteintes, le 2, 3, 4000 Hz, sont les fréquences qui sont les plus importantes pour la compréhension de la parole. Ce qui fait que les sujets, et cette surdité atteint bien sûr les deux oreilles en même temps, on vieillit des deux oreilles en même temps. Et donc, ce qui fait que les patients qui ont cette presbyacousie se plaignent d'avoir un problème de compréhension alors qu'ils semblent bien entendre. Donc ils disent « mais j'entends bien, mais je ne comprends plus ». Et on comprend pourquoi. Le risque principal de ne pas de passer à côté de cette presbyacousie ou de ne pas la traiter, c'est que tout d'abord le patient va d'abord être obligé de se concentrer de plus en plus, d'augmenter sa vigilance, d'avoir une bonne suppléance mentale pour essayer de reconstruire les mots, les phrases qu'il n'a pas bien compris. Il va au départ faire répéter son interlocuteur et puis progressivement il va se rendre compte que ça engendre des réactions un peu d'impatience, d'agressivité. Donc le patient sourd cesse de signaler qu'il n'a pas compris et soit il s'isole, soit il répond à côté. Et voilà, le problème est l'isolement progressif des sujets presbyacousiques. La deuxième grand type de surdité de perception liée à une atteinte de l'oreille interne, c'est lié à une exposition sonore soit très intense, soit moyennement intense, mais prolongée. Et ça va entraîner donc une destruction des cellules ciliées internes et externes situées dans les fréquences aiguës, parce que ce sont les cellules les plus fragiles. Et cette destruction est irréversible. Donc elles vont donner à peu près le même tableau que la presbyacousie. Voilà, alors il faut savoir qu'en fait, l'exposition au bruit, elle dépend aussi de la durée et de l'intensité du bruit. Voilà, si on a une intensité sonore de plus de 80 à 85 décibels et avec une durée d'exposition supérieure à 8 heures, alors ça peut être toxique pour l'oreille interne. Quand on augmente l'intensité, par exemple 90 décibels, 2 heures suffiront pour avoir une toxicité sur l'oreille interne. Et au-delà de 115 décibels, il faut quelques secondes pour détériorer définitivement l'oreille interne. Diapositive suivante. Alors, la prise en charge des surdités d'oreille interne, en fait, on n'a pas de traitement médical des surdités type presbyacousie, surdité d'exposition sonore, et le seul traitement va reposer soit sur l'appareillage auditif et la rééducation de l'audition et de la lecture labiale. Alors il faut savoir que l'aide auditive ne modifie pas l'évolution de la surdité, que l'aide auditive doit être précoce car elle permet aux patients de s'adapter plus facilement et de mieux supporter et d'accepter ces appareils. Il faut toujours appareiller les deux oreilles plutôt qu'une, ce qui permet de restaurer la meilleure stéréophonie, la meilleure localisation sonore et la meilleure compréhension vocale. Et il faut le même type d'appareil pour les deux oreilles. Alors, quelles sont les technologies? Donc, il y a l'aide auditive classique.
Donc celle-ci doit se faire le plus précocement. On la propose dès que la perte tonale sur le 2000 Hz, qui est par excellence la fréquence conversationnelle, atteint 30 à 40 décibels, ou quand il y a moins de 80% des mots qui sont compris à 40 décibels. Donc on a dit appareillage bilatéral. Il faut également que le sujet soit motivé, sinon il ne le portera pas et ne pourra pas sentir les bénéfices de cet appareil. Et il faut qu'il y ait une rééducation et un réglage régulier, donc un suivi régulier par le prothésiste. Quelles sont les aides auditives classiques? On a donc les différents types, l'intra-auriculaire, comme sur la photo en haut à gauche, le contour d'oreille classique, avec un embout qui ferme complètement le conduit, et l'intra-auriculaire avec un open fit qui va laisser en fait une aération du conduit. Donc l'intra-auriculaire et le petit contour d'oreille avec l'open fit sont proposés pour des surdités moyennes. Dès que la surdité est sévère, il faudra un appareillage plus performant avec donc un contour d'oreille avec un embout qui obture complètement le conduit auditif. À savoir que l'intra-auriculaire n'est pas, à mon avis, une excellente solution, surtout chez les sujets plutôt âgés, parce qu'il est difficile à manipuler. Donc pas très pour les patients qui manquent d'adresse, c'est pas l'idéal. Il obture complètement le conduit, donc il peut favoriser la survenue d'infections. Voilà. Et puis pour les sujets qui veulent vraiment avoir une aide auditive qui soit complètement camouflée, on peut proposer, comme en bas à droite, des appareils Lyrics, on appelle ces petits appareils qui sont changeables, qu'il faut changer tous les 3 mois et qui donc a un coût un peu plus élevé. Et enfin, on peut également avoir des lunettes en conduction osseuse pour les sujets qui ne veulent pas avoir d'appareillage dans le conduit. Enfin, il y a aussi pour les sujets qui ont une seule oreille sourde, avoir un système cross, c'est-à-dire qu'une seule oreille sourde mais qui ne peut pas être appareillée tellement elle est sourde. Au-delà d'un certain seuil de perte auditive, on peut amplifier le son, mais s'il n'y a plus du tout d'oreille interne ou de nerf qui soit fonctionnel, on peut amplifier, mais le patient n'entendra pas plus. Donc en fait, on peut prendre dans ce cas-là les sons qui viennent du côté de l'oreille sourde et les transférer par Wi-Fi à l'oreille saine contralatérale, ce qui permet d'améliorer un peu la compréhension de la parole. Quels sont les autres moyens? Donc les transmissions infrarouges dans les espaces sans obstacle, pour la télé ou pour le Wi-Fi. Il y a des moyens aussi adaptés au téléphone. Et puis une perception des alarmes et des sonneries avec une transformation du signal sonore en signal lumineux, qui peut être aussi proposé pour certains patients ayant une surdité importante. Alors dans les cas où on ne peut pas proposer d'appareillage classique parce que l'oreille moyenne ou l'oreille externe coule, donc on ne peut pas mettre un appareil auditif, on peut proposer des prothèses à ancrage osseux, donc le son est transmis directement de l'os à l'oreille interne. Pour certains qui ne souhaitent pas du tout d'appareillage classique pour vraiment dissimuler leur surdité, on peut proposer un implant d'oreille moyenne. On va en fait amplifier le son directement par un petit implant posé sous la peau et sur la chaîne ossiculaire. Ça a un certain coût, ce n'est pas pris en charge et ça nécessite une intervention chirurgicale. Donc c'est rarement proposé. Enfin, pour les surdités sévères à profondes, pour lesquelles l'appareillage classique est insuffisant, ne permet pas d'amplifier suffisamment, ne permet pas de restaurer une compréhension vocale suffisante, on peut proposer l'implant cochléaire. Donc dans ce cas, la stimulation auditive va aller directement sur le nerf cochléaire. Donc on va mettre une petite électrode dans la cochlée
qui va aller stimuler chaque fibre nerveuse en fonction de l'intensité et de la fréquence du son. Ce qui est important soit chez l'enfant, soit chez l'adulte. Le prix est relativement important, d'environ 45 000 € par sujet implanté. Il y a un budget en France pour poser environ 1200 implants par an. Voilà, donc il y a une prise en charge de l'État. Et c'est donc ce qui a révolutionné la prise en charge des surdité de l'enfance prélinguale avant l'apprentissage de la langue, donc qui permet à l'enfant de ce fait, s'il est implanté autour d'1 an, d'acquérir un langage normal. Mais ça peut être aussi proposé chez l'adulte qui devient sourd, même chez les sujets âgés. Ça ne leur permettra peut-être pas d'avoir un langage normal, mais au moins d'avoir une alerte sonore, de savoir, ça aide à mieux comprendre, mais aussi à éviter des accidents, des traumatismes. Voilà, je vous remercie.